Afrique Matin, bon réveil à tous, il est 6h30 à Yaoundé et à Kinshasa, 7h30 ici à Paris. Frédéric Suto pour le journal. Bonjour Frédéric. Bonjour Anthony, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le nord du Mali, selon l'ONU, les groupes armés se sont emparés de Kidal, mais aussi de la ville de Ménaka, ce que dément le gouvernement. Les autorités maliennes qui reconnaissent que les combats de mercredi à Kidal ont fait une vingtaine de morts dans les rangs de l'armée. Hier, une cinquantaine de blessés, civils et militaires, ont été transférés à l'hôpital de Gao, mais aussi à Bamako. Les échanges de tirs d'hier matin à Bambari, dans le centre-est de la Centrafrique, entre des ex-Séléka et les soldats français de l'opération Sangaris. On y revient dans ce journal. Le Niger également, le siège du parti présidentiel, a subi une attaque au cocktail Molotov hier. Et puis la nouvelle donne pour passer de Kinshasa à Brazzaville, le Congo-Brazza qui impose un passeport aux ressortissants de RDC qui veulent venir. Kinshasa qui demande de son côté un visa, ce qui complique grandement, nous le verrons, le déplacement des populations entre les deux rives. Les Nations Unies sont formelles, Frédéric. Les groupes armés du nord du Mali ont pris le contrôle non seulement de Kidal, mais aussi de la ville de Ménaka. Oui, le porte-parole du secrétaire général de l'ONU l'a confirmé hier. Des propos qui ont été démentis par le ministre malien de la Défense, pour qui les forces gouvernementales conservent leur position partout dans le nord, sauf à Kidal, ce qu'il concède. Ce qui est sûr, c'est que les combats de mercredi à Kidal ont été terribles. Selon le gouvernement, l'armée malienne aurait enregistré la mort d'une vingtaine de soldats. Hier, un avion de la MINUSMA, la force de l'ONU, a pu se poser à Kidal. Il a procédé à des évacuations de blessés. Ils ont été transférés à Gao et Bamako. Une cinquantaine de blessés au total, civils et militaires. La débâcle de l'armée malienne à Kidal, la communauté internationale dans son ensemble a lancé des appels au respect du cessez-le-feu, un appel au calme pour sauver ce qui peut encore l'être, l'espoir qu'un dialogue entre le gouvernement malien et les Touaregs et groupes armés du Nord puisse toujours s'instaurer. La correspondance de Serge Daniel. Le voisin Blaise Compaoré a dépêché à Bamako son ministre des Affaires étrangères. Mais le téléphone a aussi beaucoup sonné. L'un des coups de téléphone les plus appréciés ici à Koulouba, siège du palais présidentiel, est celui du président ivoirien. Alassane Ouattara a écouté, prodigué des conseils, poursuivi la discussion sur le Mali avec le président français. Ensuite, il est revenu vers son homologue malien. Résultat, très rapidement, le président Ibeka a accepté de décréter de manière unilatérale le cessez-le-feu. Pour cette décision, il a également reçu le soutien de son homologue mauritanien qui vient d'effectuer un bref séjour dans la capitale malienne. Mohamed Ould Abdelaziz a également prôné l'apaisement, le dialogue. Des tractations sont en cours, objectif que toutes les parties acceptent le cessez-le-feu, le respectent sur la durée et qu'on aborde le délicat problème des positions actuellement tenues par les uns et les autres. Sur ce point, en termes de clarification, en termes de repositionnement, les Français de l'opération Serval, avant les forces de la MINUSMA, pourraient jouer un rôle déterminant sur le terrain. Serge Daniel, Bamako, RFI. Hier, la population malienne s'est mobilisée, des manifestations à Bamako, Gao, Tombouctou, et un ressentiment, celui que les soldats français de l'opération Serval et les casques bleus de la MINUSMA n'ont pas joué leur rôle pour aider l'armée malienne à Kidal. Eh bien, à ces accusations, les intéressés ont répondu. La France rappelle que sa mission est avant tout de lutter contre les terroristes, mais pas de s'interposer dans les rivalités pour le contrôle de Kidal. De son côté, l'ONU insiste sur le fait que la MINUSMA est là pour aider les populations, pas pour faire la guerre. Christine Muraté. À la MINUSMA, la pression est à son comble. Non content de devoir gérer l'urgence humanitaire et médicale à Kidal, les équipes onusiennes doivent se justifier diplomatiquement sur l'attitude des casques bleus lors des combats entre l'armée malienne et les groupes armés. À New York, on continue à expliquer que le mandat de la MINUSMA n'a jamais été une mission d'interposition. Notre mandat est la protection des civils, pas de faire la guerre, commente un diplomate onusien. Nous ne pouvons pas faire la guerre à la place des Maliens, nous sommes là pour favoriser le dialogue. À New York, on parle même de quiproquo. Les autorités maliennes auraient souhaité que la MINUSMA puisse aller chasser les groupes rebelles, comme le fait la MONUSCO en RDC.
Le mandat est différent et seul le Conseil de sécurité des Nations Unies peut décider une modification. La question viendra sur la table à la fin du mois de juin, mais il est peu probable que l'on revoie le mandat de la MINUSMA à la hausse, avoue un diplomate. L'ONU a déjà eu beaucoup de mal à réunir 9 000 hommes sur les 12 000 espérés. La MINUSMA qui souffre depuis sa création il y a près d'un an d'un manque majeur de moyens humains et militaires. On revient à présent sur les événements du 30 décembre dernier en République démocratique du Congo. La prise d'otages à la télévision publique à Kinshasa avec des échanges de tirs à l'aéroport, mais aussi dans la région du Katanga, à Lubumbashi, à Kolwezi. Ces attaques revendiquées par des adeptes du pasteur Joseph Mukungubila. Selon le gouvernement, le bilan de la répression qui a suivi est de 103 morts, 95 terroristes et 8 soldats. Mais hier, c'est un tout autre bilan qui a été donné par la Ligue des électeurs, une ONG congolaise de défense des droits de l'homme. La répression, selon elle, aurait fait au total quelques 300 morts. Le gouvernement dément et parle de machination. Comment circuler entre les deux Congos? Les deux pays exigent désormais, Frédéric, un passeport ou un visa pour les ressortissants de l'autre rive, ce qui n'est pas sans poser un certain nombre de problèmes. Oui, les déplacements qui deviennent compliqués avec cette surenchère. Brazzaville demande un passeport pour les Congolais d'RDC. Dans l'autre sens, Kinshasa exige un visa. Les populations des deux rives en font les frais, comme en témoigne ce reportage de notre correspondante à Kinshasa, Léa-Lisa Westerhoff. Une femme, sac à main et jolie pagne, ne cesse d'interroger les gens autour d'elle. Cette Congolaise n'en revient pas. À Kinshasa depuis samedi pour rendre visite à sa mère, la jeune femme résidente à Brazza vient de se faire refouler à la douane. C'est pas normal. C'est une surprise comme ça, je viens ici, on a dit que j'ai fait les passeports. C'est pas normal. Tout de suite là, je vais prendre les passeports. Je vais pas aller au Paris ou au Gabon. Nous sommes tous les Congolais. Il y a le pays de Brazzaville et Kinshasa, nous sommes les voisins. Ce n'est pas normal le passeport, il faut nier ça. Résultat, dans la salle d'attente face au fleuve, il n'y a que des Congolais de Brazzaville ce matin-là. Yolande confirme, pour elle aussi, devoir faire un passeport pour cette traversée de 10 minutes, c'est la galère. Ça nous complique quand même la vie parce qu'on avait l'habitude d'y aller, rentrer avec sa carte d'identité, sans laisser passer, on passe tranquillement. Mais si vous avez une urgence par exemple à Kinshasa, qu'est-ce que vous allez faire? En 2 semaines, 3 semaines, il faut attendre le passeport. Sa voisine, quinoise, renchérit. Là, il faut payer le passeport, c'est $170. Chercher un visa de $80, c'est un peu pénible aux petits gens moyens, qui n'ont pas de moyens de vivre et tout, je sais pas. Kinshasa dit vouloir dialoguer avec les autorités de Brazzaville, mais en attendant, les habitants des deux rives se disent tous pénalisés par ces nouvelles mesures. Léa-Lisa Westerhoff, Kinshasa, RFI. Et cette escalade, cette nouvelle réglementation entre Brazzaville et Kinshasa, tout a commencé début avril, quand les autorités de Brazzaville ont décidé d'expulser des dizaines de milliers de migrants illégaux, des Congolais de RDC, mais pas seulement. C'est ce que nous rappelle le porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville. Bienvenue au Kiyemi. Nous n'avons jamais voulu stigmatiser une quelconque nationalité que ce soit. Bien sûr qu'il y a eu des ressortissants de la République démocratique du Congo qui ont été rapatriés dans leur pays, mais d'autres nationalités aussi l'ont été. Donc, il n'a jamais été question de stigmatiser qui que ce soit. C'est la raison pour laquelle la raison doit l'emporter. De la même manière, nous respectons la décision que Kinshasa vient de prendre en matière de visa parce qu'il s'agit d'une décision souveraine. À chaque niveau, nous entretenons des relations fécondes. Le ministre de l'Intérieur de la République du Congo, comme son homologue de la RDC se sont rencontrés. Il va de soi que les deux chefs d'État qui entretiennent une forte relation d'amitié ont communiqué. Ce débat passionné ne doit plus l'être. Bienvenue au Kiyemi, porte-parole du gouvernement du Congo-Brazzaville, des propos recueillis par Olivier Roger. Le directeur du parc des Virunga a repris son poste dans le Nord Kivu, dans l'est de la RDC, Emmanuel Demerode, qui le 15 avril dernier avait grièvement été blessé par balle, attaqué par des hommes armés, alors qu'il se déplaçait dans une forêt à une trentaine de kilomètres de Goma. Il est à la tête, Emmanuel Demerode, du parc des Virunga depuis 2008, ce parc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui suscite la convoitise de compagnies pétrolières. Et il est 7h40 à Goma.
À suivre dans votre journal, Frédéric, la tension à Bambari dans le centre-est de la Centrafrique, là où les Séléka ont établi leur quartier général. Il y a eu des échanges de tirs avec les soldats français hier. Du football, nous ferons le point aussi sur le championnat algérien qui se termine. Mais d'abord, Frédéric, direction le Niger, où le siège du PNDS, le parti au pouvoir, a été victime d'une attaque il y a 24 heures. Oui, une attaque au cocktail Molotov. 3 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Les blessés ont été évacués à l'hôpital de Niamey. La police a ouvert une enquête. Cette attaque intervient dans un climat politique qui se tend au Niger. Le parti du président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, n'est plus en odeur de sainteté auprès de la majorité présidentielle. Son fils a même été interpellé par la police judiciaire. La correspondance de Moussa Kaka. Avec ses 15 camarades d'infortune, Ismaël Hama Amadou vient de passer sa 2e nuit dans les locaux de la police. Interpellé 2 jours auparavant devant les services de la police judiciaire, il était venu soutenir un autre grand militant du parti de son père, Soumana Sanda, également interpellé. L'annonce de son arrestation a créé l'indignation auprès des militants de l'opposition. Son avocat, maître Mossi Boubacar, qui qualifie son arrestation d'enlèvement, dit également ne pas comprendre qu'on puisse s'en prendre, je cite, au fils de son opposant. La police s'en défend en affirmant que le fils du président de l'Assemblée nationale était dans une manifestation non autorisée devant les locaux de la police judiciaire à l'appel de Soumana Sanda, qui a appelé les militants, je cite, à s'opposer par tous les moyens à l'interpellation de 3 députés de l'opposition convoqués par la police. Depuis quelques jours, on constate également une recrudescence de violence à Niamey dans un contexte politique tendu à l'Assemblée nationale, où majorité et opposition se renvoient la balle après l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle et qui a déclaré, je cite, que le président de l'Assemblée nationale, Hama Amadou, a violé la Constitution pour avoir bloqué les travaux de la session parlementaire. Cette violence est montée d'un cran hier au petit matin, lorsque le siège du parti présidentiel, le PNDS, a fait l'objet d'un attentat au cocktail Molotov. 3 personnes couchées sur des nattes dans la cour ont été grièvement blessées et transportées à l'hôpital. Moussa Kaka, Niamey, RFI. La ville de Bambari en Centrafrique a connu une journée mouvementée hier. Des échanges de coups de feu qui ont éclaté entre des éléments Séléka et des soldats français de l'opération Sangaris, Bambari dans le centre-est du pays. Eh bien, pour essayer de faire baisser cette tension, hier soir, le général Ali de l'ex-Séléka a envoyé 2 émissaires chez l'évêque. Nos envoyés spéciaux Boris Vichit et Laurent Corot étaient sur place. C'est en début de soirée que les 2 représentants du général Ali de la Séléka sont venus rencontrer chez lui l'évêque de Bambari, Monseigneur Matos, pour parler de l'accrochage qui avait eu lieu dans la matinée et des tensions qui ont éclaté en ville. À l'issue de cet entretien, Hassan Bouba Ali, le secrétaire général de la région militaire numéro 5, a tenu à rassurer les populations chrétiennes. Et on demande à la communauté chrétienne qui sont maintenant dans l'église, on les demande retournent chez eux et commencent leurs activités. Notre message à la jeune musulmane et à toutes les populations de Ouakar, c'est qu'on voulait la paix. Appel à l'apaisement également de Monseigneur Matos. Mon message à la population, c'est la paix, la sérénité. Que la population réfléchisse bien pour leur pays, qu'ils ne se conduisent pas contre les autres. Selon la Séléka, l'accrochage d'hier a fait 2 morts et 4 blessés. Un accrochage que les ex-rebelles mettent sur le compte d'un malentendu entre la population musulmane et Sangaris. Les jeunes auraient cru, dit la Séléka, que le désarmement allait démarrer alors qu'ils le refusent. D'autres sources s'interrogent tout de même sur une possible manipulation de ces jeunes pour envoyer un avertissement à la force française. Boris Vichit, Laurent Corot, Bambari, RFI. Du football, c'est la fin de la saison en Algérie. Avec la dernière journée du championnat qui a débuté hier soir avec ce match nul entre le champion de l'année, l'USM Alger, et l'entente de Sétif. Correspondance, Safir Jalal. Cette dernière journée du championnat n'aura valu que par le match avancé entre l'USM Alger, déjà sacrée championne, et l'entente de Sétif, qui briguait encore la seconde place qualificative à la Ligue des Champions. Le nul réussi par les Sétifiens ne devrait pas être suffisant car on voit mal la JSK, l'autre prétendant à ce fauteuil, s'incliner samedi à Constantine par 5 buts d'écart. L'USMA a donc décroché son 6e titre en étant invaincu depuis la 8e journée, soit depuis la venue de Vélud en remplacement de Courbis. Un autre club algérois s'est mis en évidence, le Mouloudia, en remportant la Coupe d'Algérie. Si on y ajoute l'accession en Ligue 1 du NED, on comprendra que la capitale a de quoi pavoiser. Les U51 seront accompagnés dans cette ascension de 2 clubs de l'ouest du pays, Bel Abbès et l'Azm d'Oran, qui prendront la place de 3 formations de l'Est,
la ZSM Béjaïa, Borj Bouarerich et Ain El-Fakroun. Cette saison aura été marquée en outre par une valse des entraîneurs, 16 déjà à la mi-parcours. Safir Jalal, Alger, RFI. Et pour la Sud-Afrique Matin, c'est avec vous, Anthony Latier. Merci Frédéric Suto, 7h45 à Paris. À tout à l'heure Frédéric. Et tout de suite, notre invité, Ahmad Alami, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères. Il publie un livre intitulé « Autour du Tchad en guerre, les guerres du Tchad dans les années 80 et le rôle secret de la France dans ces chevauchées du désert ». Voilà le thème de cet ouvrage, dont les personnages principaux sont Hissène Habré, Mouammar Kadhafi ou encore Jacques Chirac. Aujourd'hui, Ahmad Alami est secrétaire général de la CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, basé à Libreville. Il répond à Christophe Boisbouvier. Ahmad Alami, bonjour. Bonjour. Votre livre porte essentiellement sur la période Hissène Habré. De l'ancien président tchadien, vous montrez le côté gestionnaire, défenseur de l'intégrité du territoire tchadien. Mais chacun sait qu'il doit être jugé dans quelques mois à Dakar. Est-ce qu'il n'était pas avant tout un homme brutal qui faisait torturer, tuer toute personne suspecte d'opposition ? Écoutez, c'est ce qu'on dit. Attendons que la justice tranche dans cette affaire. Personnellement, je n'ai pas été un témoin oculaire de quoi que ce soit, mais à lire le rapport qui a été fait par la commission d'enquête, effectivement, on peut dire que cela a été d'une cruauté que nous ne soupçonnions pas. En tout cas, personnellement, je ne soupçonnais pas. Mais quand, à l'époque, vous voyez un proche collaborateur disparaître du jour au lendemain, j'imagine que vous vous doutiez qu'il avait été arrêté. Personnellement, je n'ai pas vu un proche collaborateur disparaître. Le seul collègue, camarade, était Saleh Ngaba, qui était d'ailleurs un journaliste qui faisait son stage à RFI à l'époque. J'avais eu à intervenir auprès de Hissène Habré par écrit pour souhaiter même sa libération. J'ai pas eu de suite. Et je crois que c'est le seul pour lequel je peux témoigner que j'ai eu des informations comme quoi il avait été exécuté, pas nécessairement par Hissène Habré, par qui, je ne sais pas, mais qui a été exécuté en prison. À l'époque, vous étiez notamment ambassadeur du Tchad à Paris. Et quand le Parti socialiste français protestait, par exemple, contre l'arrestation de l'opposant Gali Gatane Goté, comment réagissiez-vous ? Oui, Gali Goté était un grand ami du Parti socialiste. Et il nous a été demandé donc de les libérer. J'ai effectué les démarches qu'il faut. Malheureusement, là aussi, je n'ai pas été entendu. Et est-ce que les interventions du PS français lui ont sauvé la vie ? C'est possible. Car en effet, à la chute du régime, il est sorti vivant de la prison. C'est ça. Il y a eu des interventions et qui ont sauvé des vies, effectivement. Parmi les personnages importants dans votre livre, il y a le colonel Kadhafi qui veut annexer à l'époque une partie de votre territoire, la bande d'Aouzou, et les négociations n'en finissent pas. Si les armées tchadiennes conduites par le colonel Hassan Jamous n'avaient pas gagné la bataille du Nord en 86-87, est-ce qu'il aurait lâché ce territoire ? Non, je ne crois pas. C'est le rapport de force qui a déterminé la décision du colonel Kadhafi d'accepter le recours à la Cour internationale de justice. Autre personnage clé, François Mitterrand, Jacques Chirac. Ce qui apparaît dans votre livre, c'est la désinvolture de certains hommes politiques français face aux problèmes tchadiens. Non, je dirais pas la désinvolture. C'est-à-dire que la France m'a semblé toujours à la recherche d'un troisième homme, à la recherche d'un compromis avec la Libye. Oui, parce que les Français n'aimaient ni Kadhafi ni Hissène Habré. Ni Hissène Habré, comme vous dites. Mais il est vrai qu'il y avait beaucoup d'amateurisme. Et moi, j'étais là en train de les convaincre de nous appuyer jusqu'au bout pour libérer notre pays. Ce qui frappe aussi dans votre livre, c'est peut-être une forme d'arrogance chez certains hommes politiques français à l'égard du Tchad. Du mépris presque. Oh, non, je n'oserais pas dire cela. Je ne voudrais pas dire cela. Une méconnaissance peut-être. Mais quand vous dites amateurisme, est-ce que ce n'est pas une forme de mépris ? Oui, j'étais même révolté par l'attitude de certains responsables français qui nous voyaient en train de nous battre, qui laissaient faire. Même dans les combats intérieurs, vers 1979, il y avait une possibilité de réconcilier Maloum et Habré par une réunion à Khartoum. Aucun effort n'a été fait pour faire pression sur Maloum pour qu'il se rende à Khartoum. Ils ont laissé faire la guerre de 1979 et cela m'a beaucoup révolté, m'a beaucoup touché, mais jamais découragé. Et je crois que nous sommes parvenus quand même à faire en sorte que la France aille là où elle n'avait pas envie. Parce que vous vous souvenez, le président Mitterrand disait « La France n'ira pas là où elle n'avait pas choisi d'y aller ». Et nous, on voulait qu'elle aille. Et je vous donne même l'exemple du parachutage aux goucounistes.
terroristes qui avaient rompu avec la Libye, et c'est ça qui a permis le déclic de la libération du pays. Donc ça, c'est un bon point pour Mitterrand. Ça, c'est un bon point pour Mitterrand. Oser larguer du matériel à une rébellion, c'est pas dans les habitudes de la France. Dans les années 80, le danger venait de Libye. Dans les années 2000, il venait du Soudan. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne vient pas de Centrafrique? Bon, la Centrafrique, aujourd'hui, surtout dans le nord du pays, il y a une anarchie, un vide sécuritaire qui est exploité par toutes sortes de forces. Vous avez des anti-Balaka appuyés par une bonne partie des Faka, vous avez les ex-Seleka, vous avez les Mbororo, vous avez toutes sortes d'aventuriers qui viennent de deux Soudans. Et aussi, il ne faut pas penser à des solutions purement sécuritaires. Il faut réfléchir à des possibilités d'un règlement politique. Alors justement, depuis 3 mois, il n'y a pratiquement plus de musulmans à Bangui et dans l'ouest de la Centrafrique. Est-ce que vous ne craignez pas une partition de fait? Personne ne laissera faire une partition en Centrafrique. Les Centrafricains, dans leur ensemble, ne la souhaitent pas. Les musulmans sont aujourd'hui dans des ghettos, sous la menace des anti-Balaka. Ce nettoyage qu'on peut appeler ethnique, il faut que cela cesse. La communauté internationale, les autorités centrafricaines doivent s'y mêler. Qu'on arrête de dire que les anti-Balaka sont des patriotes de je ne sais pas quoi. Ça leur fait monter la tête. Ils croient vraiment défendre leur pays alors qu'en réalité, ils sont en train de le détruire. Et il faudrait que l'on envisage une solution politique. C'est tout simplement un problème de tri qu'il faut faire au niveau des Faka, un tri qu'il faut faire au niveau des Seleka pour monter une armée nouvelle et sauver le pays. Amat Alami, merci. Amat Alami, auteur d'Autour du Tchad en guerre aux éditions L'Harmattan. Il répondait aux questions de Christophe Boisbouvier. Anthony Latier. 3 titres à retenir dans l'actualité ce matin. D'abord la Thaïlande, une centaine de personnalités politiques convoquées ce matin par les militaires. L'armée est au pouvoir depuis hier, 4e coup d'État militaire en 10 ans. Une cinquantaine de blessés, civils et militaires transférés hier à l'hôpital de Gao dans le nord du Mali après les affrontements de mercredi à Kidal. Et puis en Ukraine, l'armée qui essuie ses plus lourdes pertes depuis le début de l'opération contre les séparatistes pro-russes. Au moins 17 soldats ont été tués hier. Afrique Matin, reportage en Tunisie. Ce matin, nous partons sur l'île de Djerba où se trouve la plus vieille synagogue d'Afrique. C'est la synagogue de Griba. Chaque année, des Juifs de Tunisie ou venus aussi de l'étranger, notamment d'Israël, s'y rendent en pèlerinage. Et cela fait régulièrement polémique. Justement, il y a une opposition populaire et politique à la présence de touristes israéliens sur le sol tunisien. Alors, un important dispositif sécuritaire a été déployé en fin de semaine dernière pour permettre aux fidèles de se rendre à la synagogue et finalement cela s'est plutôt bien passé. Marine Casalis. Dernier moment d'attente à l'aéroport de Djerba avec un groupe d'amis, kippa bleue et blanche sur la tête. Ilia Chouch est venu accueillir ses invités pour le pèlerinage de l'Ariba. Accoudé à une barrière, ce bijoutier de 24 ans, originaire du quartier juif d'El Hara, salue les efforts du nouveau gouvernement. Cette année, c'est mieux que l'année dernière et que l'année encore d'avant. C'est mieux, il y a de la sécurité. Même ceux qui ne voulaient pas venir, ils ont changé d'avis la semaine dernière avec le fait que le ministre soit venu dans le quartier d'El Hara et tout. C'est vrai que beaucoup de choses ont changé cette année. À l'intérieur de la synagogue, des hommes lisent les textes sacrés. En échange de quelques pièces, ils glissent dans leur lecture le prénom d'un être cher. La bouteille de bourra, l'alcool de figue, passe de main en main et les chants reprennent. Les femmes écrivent leurs vœux sur des œufs, 2 prénoms, un souhait. À côté, des pèlerins allument des bougies. Chaque année, Ilia Chouch se rend à la Riba et y accomplit les rites. Tu allumes la bougie pour le souvenir des morts, pour le rabbi Shimon Bar Yochai. Tu demandes de bonnes choses, ce dont tu as besoin, ce dont tu manques. Tu demandes à Dieu, tu veux te marier, tu veux de l'argent, la santé. Tu pries pour quelqu'un d'autre, si Dieu peut, ta prière est acceptée. La Griba est connue car les prières qu'on y fait, Dieu peut les accepter. Les Juifs tunisiens, mais aussi des pèlerins venus d'Europe ou encore d'Israël, participent aux célébrations. Pourtant, début mai, une polémique sur la normalisation des relations avec Israël a fait rage. Pour Pérez Rabelsi, le président de la communauté juive de Djerba, ces débats ont eu un impact négatif.
Sur les plateaux TV à l'Assemblée constituante, on a parlé de la normalisation avec Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de pèlerins qui sont venus de Paris ou d'Israël. Sécurité renforcée cette année pour le pèlerinage de l'Arriba, barrages et contrôles policiers, un pari réussi pour le nouveau gouvernement qui veut rassurer et convaincre touristes et investisseurs de revenir en Tunisie. Marine Casalis, de retour de Djerba, RFI. RFI dans 5 minutes, la session live de Magic System. À tout de suite. Artistes d'Afrique, de l'océan Indien et des Caraïbes, l'inscription au prix Découverte RFI 2014 est ouverte. Inscrivez-vous en ligne avant le 15 juin sur prixdécouverte.com. Le lauréat bénéficiera d'une aide à la création, d'un concert à Paris et d'une tournée en Afrique. Le prix Découverte RFI avec le soutien de l'OIF, l'Institut français, l'ASSM et Deezer. Préparez-vous au grand show Canal+. Vivez les plus belles courses de Formule 1 et suivez en direct sur Canal+, les dernières journées de Ligue 1, Première Ligue et Liga, sans oublier les phases finales de Champions League. Sur Canal+, c'est aussi du grand cinéma, avec Gatsby le Magnifique, Fast and Furious 6 et Moi Moche et Méchant 2. Alors qu'attendez-vous pour vous abonner? Le plus grand spectacle se vit sur les 7 chaînes Canal+, à seulement 10 000 francs par mois. À bientôt sur Canal+. Voir tarifs et conditions chez votre distributeur agréé. En mai 2014, les Français de l'étranger éliront leurs conseillers consulaires. 443 élus compléteront la représentation des Français auprès des ambassades et des consulats. Acteurs de terrain, vos conseillers consulaires vous accompagneront dans vos démarches. Aide sociale, formation professionnelle, éducation. Alors votez du 14 au 20 mai par Internet et à l'urne. Le 24 mai pour le continent américain, le 25 mai pour le reste du monde. Votez pour vos conseillers consulaires. C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras. Savez-vous que les plantes se parlent? Leurs mots sont des molécules émises par leurs feuilles ou leurs racines et leurs conversations portent sur les insectes agresseurs ou la quantité d'eau disponible. Les chercheurs analysent ce langage prometteur pour l'agriculture. C'est pas du vent, Anne-Cécile Bras. Samedi, à partir de 11h10 TU. RFI. Avant un nouveau journal, la musique en live dans les studios de RFI avec hier soir le groupe ivoirien Magic System chez Claudicière dans Couleur Tropicale. La venue de Magic System en live dans Couleur Tropicale restera un des grands moments de la saison 2013-2014. Avant le concert du Quatuor ivoirien, le 13 septembre à l'Olympia à Paris, Tino, Goudé, Manadja et Assalfo sont venus nous présenter Africainement Vôtre, le 7e album des Zouglouman. Magic in the Air, un tube, version live, Magic System sur RFI. Feel the magic in the air, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air, levez les mains en l'air, allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Tous ensemble on fait le show. On t'invite dans la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis et viens faire la folie. On t'invite dans la magie. Y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh 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 oh. Feel the magic in the air. Levez les mains, allez, allez, allez. Feel the magic in the air. Pour les bobos, nous on vient dans nos mambos. Mon ami, si tu as le niveau,
enjailler, on t'invite dans la magie. Magic in the Air, extrait d'Africanement, votre nouvel album de Magic System en live dans Couleur Tropicale avec Claudie Siard. Claudie que vous retrouvez ce soir à 19h10 en temps universel. Alexis Fricker nous a rejoint, c'est le journal dans quelques secondes et on se retrouve pour la suite d'Afrique Matin dans 15 minutes précisément avec notamment la revue de presse de Norbert Navarro. À tout de suite. Pour aller plus haut avec les